travail à l'ancienne, ça. Eh oui, voyez. On mange encore de la bonne pintade à Malville. Eh oui, voyez. Elle n'est pas trop radioactive. Je pense pas. On va aller voir Maurice. Allez, On va aller voir Maurice. Eh bien écoutez, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir comment vous aimez la pintade. Ah, la patate? Oh Ouais. là là! J'aime bien la patate, oui. Bonjour, messieurs. Bonjour monsieur. Elles sont pas radioactives? Pas du tout radioactives, elles peuvent pas être radioactives. On n'est pas loin quand même de... Oh, pensez où ça marche plus, là. Ça a eu marché. Ça a eu marché, oui. Mais il y a longtemps que ça marche plus. Pourtant, Superphénix semblait bien parti. Après 10 ans de travaux, le surgénérateur est couplé au réseau en janvier 1986. L'oiseau de feu parvient à pleine puissance au mois de décembre suivant. C'est à 3h57 très précisément que la puissance maximale a été atteinte. Superphénix fonctionne donc à son plein rendement 11 mois à peine après que les premiers kilowattheures aient été fournis sur le réseau EDF. Hélas, 1987 est une année noire pour la centrale. Après plusieurs incidents, un problème majeur se produit. On découvre une fuite de sodium dans le barillet. C'est une cuve sensible et vitale où transitent les combustibles nucléaires. Il est très possible qu'on ne décèle le défaut qu'une fois la cuve vidangée. Nous essayons cependant, parce que ça nous ferait gagner du temps, de tout de suite mettre en évidence l'endroit de la fuite. Dans cette cuve, il y a 700 tonnes de sodium destinées à refroidir les barres d'uranium irradiées. 500 litres par jour s'échappent. Or, le sodium explose au contact de l'eau et il s'enflamme au contact de l'air. Tu peux continuer à descendre comme ça, c'est bon là. C'est sur le dessus, qui descend le projecteur. Les techniciens cherchent jour et nuit la fuite. L'opinion commence à prendre peur. Les ministres défilent à Malville. La fuite de sodium, elle a lieu sur, grosso modo, ce qu'on pourrait appeler la station-service, où vient se ravitailler une fois par an, au plus, le réacteur nucléaire lui-même. Donc nous n'avons rigoureusement aucun problème de sécurité. Ma devise, c'est dire clair, dire tout. Et c'est comme cela qu'on aura une crédibilité de l'information. Alain Carignon est alors ministre de l'Environnement et quelques mois plus tôt, il validait la thèse du nuage de Tchernobyl non dangereux pour la France. Or, en ce printemps 87, il y a un vrai danger à Malville. Les gens qui ont construit la centrale, vous ne pensez pas que c'est des fous? Une centrale qui risque d'exploser. Une centrale qui, quand elle a eu une fuite de sodium, pendant un mois, ils ont cherché où venait la fuite dans le barillet. Ils n'ont pas trouvé. Ils ont mis un mois à trouver. Si ce sodium était entré en contact avec l'eau ou l'air, pchout! La moitié de la région Rhône-Alpes qui disparaissait. Vous ne croyez pas que c'est un peu fou, ça? Quand la fuite est enfin trouvée, 20 tonnes de sodium se sont écoulées. Heureusement, dans une deuxième cuve. Mais il faut vidanger et changer le barillet. La centrale est arrêtée 2 ans. Surtout, elle va perdre sa fonction première, la surgénération. C'est une gabegie, un ratage technologique et scientifique. En Suisse, le physicien Pierre Lehmann, artisan et pionnier de la centrale nucléaire de Lucent, est devenu un farouche opposant à cette technique de production de l'énergie. Je ne critique pas les physiciens ou les gens qui font des centrales nucléaires. Je suis sûr qu'ils se donnent toute la peine qu'il faut, mais ils ont tort de se croire infaillibles. Quelque part, ils vont faire des erreurs, il va y avoir des problèmes. Et il y en a eu. Parce qu'en 30 ans, on a quand même eu Three Mile Island, on a eu Tchernobyl, on a eu Superphénix, on a eu Lucent. On a eu 4 fois en 30 ans des accidents dont en tout cas un était très très grave, alors que si vous calculez les probabilités pour ces accidents, vous obtenez des chiffres du genre ça se produira une fois à 100 000 ans. Donc on voit que les calculs ne sont pas crédibles. La base théorique est fausse. Le réacteur redémarre en 1989, mais patatras. L'année 90 est marquée par 4 nouveaux incidents et donc 4 arrêts de la centrale. Pour couronner le tout, au mois de décembre 90, le toit de la salle des machines s'écroule sous le poids de la neige. Joyeux Noël, Phénix.
Conséquence tout à fait spectaculaire de ces chutes de neige, le toit protégeant les turbines de la centrale nucléaire de Crest-Malville s'est effondré. La couverture métallique s'est affaissée sous le poids de près d'1 mètre de neige. 4000 mètres carrés de charpente ont cédé. En raison du danger, le hall avait été évacué 2 heures avant l'accident. Il y eut 2 blessés légers ce jour-là, mais pas de risque radioactif puisque la centrale était à l'arrêt. Décidément, Malville est vraiment le mauvais village.